Face à ça, LFI donc propose la stratégie du non-alignement qui est présentée par les détracteurs de la France insoumise comme une forme d'isolement. Est-ce que tu peux expliquer le non-alignement et aussi répondre aux détracteurs de LFI qui déforment ce... D'abord, le non-alignement, il y a le choix du mot. Le choix du mot, il n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi un clin d'œil à un moment historique de l'histoire, le mouvement des non-alignés dans les années 50, qui, grosso modo, visait à dire « nous refusons de nous aligner sur le bloc de l'Est ou sur le bloc de l'Ouest ». C'est pas la même chose que la tricontinentale, qui est un mouvement authentiquement vaguement communiste, mais en tout cas qui tourne plutôt autour de Cuba, et qui est une espèce d'organisation des pays du Sud, mais dans une orbite quand même d'alliance avec l'Union soviétique. Là, on est sur le non-alignement, donc c'est des pays puissants à l'époque déjà, ne serait-ce que par leur démographie, comme l'Indonésie, comme l'Inde, etc., la conférence de Bandung, qui est un signal majeur envoyé au monde entier. Donc déjà, on fait un clin d'œil à ce moment-là, et nous, en fait, déjà pour nous, le non-alignement, c'est d'abord ça, c'est d'abord le refus d'appartenir à une alliance militaire permanente. Donc si on sort de l'OTAN, c'est pas pour aller dans une alliance avec les Russes et les Chinois, par exemple. Ça marche pas comme ça. Donc c'est remettre au goût du jour une idée ancienne en la réadaptant à la situation actuelle et en la réadaptant aussi à un pays qui n'est pas un pays colonisé, anciennement colonisé, qui nouvellement indépendant. La France, c'est différent. Mais c'est pas la neutralité non plus. C'est tout sauf la neutralité. Nous sommes alignés sur le droit international. Nous sommes alignés sur la coopération autour de causes communes d'intérêt général humain. Nous sommes alignés sur un objectif de défendre le système de sécurité collective, l'ONU, malgré tous ses défauts, face à ceux qui veulent le dynamiter, Donald Trump qui veut détruire l'ONU, etc., etc. Nous sommes donc voilà. Donc le non-alignement, ça n'est pas la neutralité, et ça n'est pas l'isolement non plus. Pourquoi ? Parce que ce message envoyé au monde, qui serait un message puissant, beaucoup plus que certains veulent le faire croire en minorant en permanence la France. C'est un message qui renoue avec une certaine idée de la diplomatie française qui doit être tous azimuts, parler avec tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas nos amis, et qui renvoie à une certaine notion qui est très mal comprise et qu'il faut manier avec précaution, qui s'appelait la grandeur. La grandeur, c'est pas la gloriole, c'est pas dire ah nous sommes les plus grands, les plus puissants, les meilleurs de ce monde. Regardez, c'est pas ça le sujet. La grandeur, dans la vision gaulliste, quand ils sortent de l'OTAN, c'est de dire grâce à des choix politiques et géopolitiques adaptés à ce qu'on estime adapté à la configuration actuelle du monde, on va avoir une influence diplomatique qui sera largement supérieure à notre puissance matérielle. Je ne sais pas si c'est clair. Si. Voilà. Nous ne sommes pas le pays le plus puissant du monde, loin de là. Nous ne sommes plus l'un des pays les plus puissants du monde en termes notamment de richesse, etc. Mais on a un poids dans les décisions. On a un poids dans les décisions, une influence beaucoup plus importante, disproportionnée presque par rapport à notre poids matériel, par des choix politiques, diplomatiques, des choix symboliques aussi, etc. Quand De Gaulle fait des voyages à Moscou, quand il reconnaît la République populaire de Chine, ça lui donne une... Quand il va faire un discours à Phnom Penh contre la guerre au Vietnam, dans un pays frontalier du Vietnam, devant 200 000 personnes, où il explique que les Américains, tôt ou tard, devront partir parce qu'il n'y a pas de solution militaire, ça s'appelle de l'influence. C'est vu par des millions de personnes dans le monde, des centaines de millions de personnes. Les discours à l'époque, et à l'époque où il n'y a pas Internet. En plus. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et le non-alignement, alors nous, comme nous sommes de gauche et des altermondialistes et que nous ne sommes pas capitalistes, nous ajoutons au non-alignement évidemment la défense des causes communes de l'humanité. J'allais y venir justement parce que donc, ça a été dit. Comme boussole. Encore une fois, voilà. Et donc Florent, comme boussole, et donc vraiment casser cette idée que le non-alignement, c'est l'isolement. Au contraire, moi j'ai pour coutume de dire que le non-alignement, c'est sortir de l'isolement occidentaliste. Sortir de l'isolement, de cette vision-là qu'on serait dans un bloc
cocon qui nous protège sous la tutelle des États-Unis. Vous comprenez, ils ne sont pas toujours gentils, mais quand même, c'est les moins méchants de tous. Et vous imaginez, sans les États-Unis, face aux Russes et aux Chinois, on va être mangé. Là. Sortir de l'isolement occidentaliste, de cette vision obsidionale du monde. Qui repose sur 10% de l'humanité seulement, parce que c'est ça. D'une part, et qui est totalement dépassé par l'évolution et les transformations du monde, et qui est contraire à nos intérêts et contraire en plus à nos principes. Nous sommes un pays qui, du fait de sa géographie, de son histoire, pour le meilleur et pour le pire, a des possessions territoriales aux quatre coins du monde. Nous sommes l'un des rares pays qui peut, y compris par la à condition d'arrêter de traiter les Outre-mer, par exemple, comme des appendices sous-développés et périphériques et encore des colonies. Non, à condition de leur permettre de s'insérer pleinement dans les économies régionales, d'être des postes avancés de cette diplomatie mondiale que nous voulons réinventer. Non pas qu'à l'heure actuelle, la France n'ait pas des postes diplomatiques quasiment partout dans le monde, mais ce n'est pas parce que vous avez une ambassade que vous dites ce qu'il faut dire. L'idée, c'est de reparler au monde entier et d'arrêter d'être fermé sur notre petit G7, notre petit Occident. Et c'est ça le non-alignement. Alors le corollaire de ce non-alignement, c'est la stratégie des causes communes. Ça a été expliqué lors du colloque. Donc la proposition que fera la France sous la présidence de Jean-Luc Mélenchon, c'est de proposer donc des causes communes sur les frontières de l'humanité définies par Jean-Luc Mélenchon à des zones prioritaires. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle forme prendraient concrètement ces causes communes et pacifiques? D'abord, j'invite vraiment là, il est très important parce que c'est la partie la plus ambitieuse de notre programme, parce que bon, quand on dit sortie de l'OTAN, etc., après, bon, les gens ils sont pour, ils sont contre, mais en gros ils votent pas. Les causes communes de l'humanité, l'intérêt général humain, c'est ce qui est le plus audacieux dans notre programme et le plus important certainement. Ça a été beaucoup déjà développé dans Faire mieux, dans le livre de Jean-Luc Mélenchon, Faire mieux, mais là, le document, vraiment, on revient là-dessus, donc au seuil d'un nouveau monde, et c'est vraiment expliqué, finalement, c'est en filigrane de tout le document. D'abord, les causes communes, ça repose sur une conviction et une philosophie politique qui est l'humanisme radical, qui est vraiment développé à la fin. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel Jean-Luc Mélenchon travaille depuis longtemps. Et c'est, pour aller vite, l'idée, qui n'est pas nouvelle, que les êtres humains sont des êtres sociaux, des êtres qui ont intérêt à la coopération et pas à l'affrontement permanent, et qui progressent par la coopération, et surtout des êtres qui sont dépendants de la coopération pour satisfaire leurs besoins vitaux ou non vitaux d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas limiter les causes communes aux besoins vitaux, et qui sont dépendants notamment de l'accès, à l'heure actuelle, de l'accès au réseau de la mondialisation, au réseau tout court, eau, électricité, numérique, etc., etc., pour reproduire leurs conditions de vie. Donc ça, c'est... Voilà. Mais pourquoi nous, on parle vraiment d'intérêt général humain à l'heure actuelle, c'est qu'on pense que cet intérêt général humain, objectivement, il a toujours existé, mais il est de plus en plus prononcé, et surtout, là, il commence à exister subjectivement, c'est-à-dire dans la tête de millions et de millions d'individus. Pourquoi ? Parce qu'on fait face, par exemple, au réchauffement climatique, qui est pour le coup un défi global. C'est un défi global. Pour la première fois, les conditions même de la vie humaine sur Terre sont menacées. Donc comment on répond à ça ? Soit c'est la guerre de tous contre tous, et à la fin, il y a ceux qui se seront achetés un bout d'air, qui vivront sous cloche, et puis les autres qui crèveront sous des températures terribles. Et je caricature, mais c'est un peu ça, c'est Chien 51, quoi. Oui. Donc ça part déjà de cette idée. C'est un humanisme radical. Ensuite, ces causes communes, nous les mettrons en proposition. La défense de ces causes communes qui sont infinies presque. Alors je ne voudrais pas dénaturer et dévolariser les principales d'entre elles en faisant une liste à la Prévert, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les causes communes, c'est d'abord une méthode. Et la méthode, y compris au sein de l'ONU, où il faut se battre. Pourquoi ? L'eau n'est pas en soi une cause commune. L'air n'est pas en soi, la qualité de l'air, la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas en soi une cause commune. Parce que vous trouverez toujours des gens qui vous expliqueront qu'il y a une solution capitaliste à ça. Il faudra juste se la payer.
et ce sera au profit d'une infime minorité au détriment d'une immense masse. Mais le capitalisme propose toujours des solutions toujours plus inégalitaires, toujours plus mortifères aux problèmes qu'il provoque lui-même. Ce qui est une cause commune, c'est la manière justement de proposer une une vision radicalement opposée à celle que propose le capitalisme. Donc, par exemple, au sein collectiviste et au sein de l'ONU, par exemple, il y a des luttes de définition. Au début des années 2000, il y a eu l'agenda sur les biens publics mondiaux, etc., etc. Et immédiatement, les multinationales se sont engouffrées dedans. C'était au moment où aussi l'ONU faisait beaucoup de développement de nouveaux partenariats, des partenariats publics-privés, des financements. Et donc, en partie parce qu'ils avaient besoin d'argent, ils dépendaient de certaines multinationales. Et donc, c'est là qu'on a eu cette idée totalement saugrenue que des multinationales allaient remplir des enjeux d'intérêt commun et allaient répondre au bien public. Non, en fait, parce que ça ne marche pas comme ça, parce qu'on sait très bien qu'à la fin, leurs objectifs, c'est le profit, et que, ok, ils vont peut-être faire de temps en temps des actions humanitaires, des dons, des campagnes de sensibilisation, et puis comme ça permet d'écouler les surstocks de ci ou de ça, mais la fin des fins du multinational, c'est de faire des profits, voilà, et donc on le voit très bien là, à l'heure où le capitalisme de fossile s'accroche, en dépit du bon sens et en dépit de l'intérêt général humain, on voit très bien que les multinationales, le greenwashing, dans greenwashing, il y a washing. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi ces causes communes d'imposer des définitions altermondialistes, notamment au sein de l'ONU, et après de se battre dans toutes les sphères où c'est possible pour défendre ces causes communes. À l'ONU, évidemment, qui reste la seule arène universelle, la seule organisation universelle, malgré tous ses défauts. Donc c'est voilà, aussi parce que c'est la vocation même de l'ONU de défendre, de lutter contre le réchauffement climatique, de défendre la santé publique mondiale, de proposer des logiques beaucoup plus coopératives en matière de recherche, d'innovation, sur le spatial, au lieu d'être chacun dans son coin à faire la compétition à celui qui va lancer la fusée le plus loin, d'avoir des logiques de coopération, y compris parce qu'on sait très bien que l'espace, c'est indispensable pour plein de choses, mais notamment aussi pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que c'est grâce aux observations spatiales qu'on en sait beaucoup plus sur le climat, etc., etc. Mais également dans de nouvelles aires, ou des aires de coopération, ou de nouvelles aires de coopération. Par exemple, en Europe, on pourrait mettre en place une solidarité et rentrer dans le front du refus face à la guerre à Gaza. Il y a l'Espagne, l'Irlande qui ont eu des positions courageuses pour que la France n'est pas à leur côté. France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a donc un poids diplomatique important, quoi qu'on en dise, mais aussi un front du refus face à certaines dispositions des traités européens, face à la soi-disant concurrence libre et non faussée, au néolibéralisme. Ça ne veut pas dire qu'on sort de l'Europe. On désobéit à un certain nombre de choses. On contourne, donc la paix à Gaza et ailleurs, une paix juste et durable, basée sur de la justice, pas une paix parce qu'on a tout rasé, il n'y a plus personne, donc il y a la paix. Ça aussi, il faut faire attention à la paix. La paix, c'est une construction politique, diplomatique, économique, et qui s'inscrit dans des traités. Et sinon, la paix à la Trump, c'est on laisse raser tout, et à la fin, qu'il n'y aura plus un seul enfant pour pleurer. On considérera qu'il y a la paix. Je dis ça parce que c'est ce qu'avaient dit les fascistes israéliens. Nous sommes allés à Gaza une fois, 2 fois, 3 fois. La prochaine fois qu'on ira, vous entendrez crier, et puis à un moment donné, vous n'entendrez plus rien. Enfin, c'est un plan de génocide, c'est pas autre chose. Donc la paix est une cause commune aussi. C'est redevenu une cause commune, la paix. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de conflits armés entre États depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'autres arènes, également le petit bassin méditerranéen. Bon, tout cela est développé dans notre programme. Par exemple, avoir des dispositifs de sécurité civile communs face aux incendies géants qui se développent de plus en plus à cause du réchauffement climatique. La Méditerranée est la mer, une des mers les plus fermées au monde. Et elle se réchauffe. Elle se réchauffe beaucoup plus vite que d'autres parties du globe. Voilà, espace de la francophonie populaire qui est détaillé aussi dans le document. En Afrique également, on doit bâtir des partenariats débarrassés du néolibéralisme néocolonial. Ça passe par tout un ensemble de défense de causes communes, la latinité, voilà. Y compris aussi dans des partenariats ad hoc, bilatéraux,
avec des pays incontournables, la Chine, l'Inde. Alors on veut nous caricaturer en disant on va rompre. Nous, on n'a pas dit qu'on allait rompre la dépendance aux États-Unis pour se mettre dans les mains des Chinois et de la dépendance aux Chinois. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est de coopérer de secteur par secteur. On ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique en faisant l'impasse sur des pays des pays comme l'Inde et la Chine qui à eux seuls représentent 3 milliards d'habitants. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment une négociation secteur par secteur pour voir. Oui, alors après sur la coopération avec la Chine, c'est par exemple qu'est-ce qu'on va relocaliser ici, qu'est-ce qu'on doit arrêter de produire là-bas et de produire ici pour être moins dépendant, voilà. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas un intérêt? Est-ce qu'on n'a pas? De toute façon, ils sont là. Je veux dire, c'est la première puissance manufacturière du monde. Donc, de toute façon, penser qu'on peut faire autrement que de coopérer avec eux, c'est une absurdité. Ceux qui pensent qu'on peut reproduire face à la Chine ce que Trump propose, c'est-à-dire une explosion de droits de douane, c'est quoi le résultat? Vous faites une explosion de droits de douane sans avoir une base industrielle pour produire chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous importez de l'inflation qui va d'abord toucher les classes populaires. Et on ira leur expliquer qu'ils n'ont qu'à s'acheter des pulls en laine faits main en France plutôt que des trucs chez Shine. Bah ouais, sauf qu'un pull en laine chez main en France, ça représente encore 10 à 15% d'un SMIC. Oui. Pour donner une idée. Et Dieu sait si c'est idem pour l'alimentation, etc. Donc évidemment, il faut relocaliser un maximum de production, arrêter le déménagement du monde permanent, mais tout ça doit être négocié avec les Chinois, mais on doit aussi coopérer avec eux massivement sur d'autres domaines, par exemple sur la santé. L'Inde et la Chine à eux seuls produisent de mémoire 70% des médicaments du monde, donc si ce n'est pas 80%. On a un intérêt à très court terme à développer des filières privilégiées d'approvisionnement pour ne pas se retrouver dans des pénuries comme ça a été le cas pendant la Covid, et à moyen terme à réindustrialiser chez nous, mais y compris en faisant des joint ventures, des accords industriels avec eux, à condition qu'évidemment on dirige pour ce qu'on a à diriger, etc. Mais que ce ne soit pas juste une dilution de capital dans le capital chinois. On pourrait multiplier les exemples. Voilà, c'est ça la stratégie des causes communes. Et la stratégie des causes communes, elle s'adresse aussi aux États-Unis. Nous, quand on dit qu'on veut rompre notre dépendance aux États-Unis, qu'on veut sortir de l'OTAN, etc., ça ne veut pas dire qu'on va rompre les relations avec les Américains et se mettre en guerre avec eux. Ça n'aurait aucun sens. Il faut parler avec tout le monde, il faut négocier avec tout le monde. Il faut négocier d'égal à égal, il faut négocier en ayant un plan, il faut négocier en sachant ce qu'on veut. Il faut pas. Et par contre. Faut arrêter de se rendre prisonnier de ce club privé, que les États-Unis veulent mettre en place face à la Chine et qui nous met totalement dans leurs mains, qui nous expose aux guerres qu'on n'aura pas choisies, qui nous expose in fine au pire, tout simplement, parce qu'on est à un croisement, en fait. On est à un croisement. La fin de la domination occidentale et états-unienne sur le monde, c'est pas la paix mécaniquement. Et on va au-devant de grandes turbulences. Et on ne connaît pas une seule crise d'hégémonie d'un empire dans l'histoire qui dit bon bah ok, très bien, vous avez gagné, je vous laisse les clés du camion. Ça se passe pas comme ça.